Et je me suis dit: «C'est marrant, on ne peut pas aller sur internet, au sens physique du terme, on ne peut pas aller interviewer internet. Donc comment est-ce qu'on peut construire des outils qui, moi, vont me permettre de faire du terrain virtuel?» Et c'est ça le début du raisonnement qui va m'amener, en fait, à m'intéresser à l'IA. La troisième déflagration, comme tout le monde, c'est l'arrivée des IA génératives, dont ChatGPT, évidemment. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'étais convaincu que si les mutations du monde et de nos sociétés se passaient de plus en plus en ligne par le vecteur des réseaux sociaux, eh ben, il allait falloir développer des éléments de compréhension, et c'est le début de ce qui va devenir, en fait, Harlequin. Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Hugo et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre comment l'analyse des dynamiques sociales devient un enjeu stratégique et démocratique à l'heure des IA génératives. Pour commencer, je veux bien que tu présentes un petit peu ton parcours et notamment le travail que tu as pu faire sur le sujet de la radicalisation et de la désinformation. Et peut-être après terminer sur ce qui t'a amené à créer, puisque c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, une boîte dans l'IA. Bonjour Clément, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Moi, je viens d'un monde qui est très éloigné, a priori, en tout cas, de l'IA. Je suis chercheur en sciences politiques, je suis spécialiste du Moyen-Orient à l'origine. J'ai beaucoup travaillé sur la Syrie. J'ai vécu en Syrie avant la guerre. Dans le cadre de mes études, j'ai appris l'arabe là-bas. Et puis, quand il y a eu la guerre civile, j'ai décidé de faire ma thèse sur un sujet que personne ne voyait monter, qui était le djihadisme. J'avais noté assez tôt, à partir de 2012-2013, qu'il y avait beaucoup d'Européens qui rejoignaient les rangs des groupes djihadistes en Syrie, et que ce phénomène était à peu près 10 fois supérieur à ce qu'on avait vu 10 ans plus tôt pendant la guerre en Irak. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser. Et en fait, c'est devenu un sujet de thèse à Sciences Po. Puis après, il y a eu des attentats à partir de 2014, surtout 2015, un peu partout en Europe. Et c'est devenu un sujet de préoccupation prioritaire. Et je faisais partie des rares qui avaient fait beaucoup de travail de terrain. J'ai interviewé directement des djihadistes en face à face, dans les prisons françaises, en Syrie, en Irak. Voilà, vraiment un travail de terrain qui, a priori, est assez éloigné des enjeux dont on va parler. Et pourtant, pour moi, c'est tout à fait continuité de tout ça. Donc, j'ai fait ma thèse à l'ENS à Paris. Je suis parti ensuite enseigner aux États-Unis pendant 3 ans à Princeton, au département des études moyen-orientales. Et là, il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est que j'étais sur le campus, j'avais accès en tant que prof, je pouvais aller assister à plein de cours. Et je me suis dit, c'est quand même bien d'être à Princeton, voilà, l'une des meilleures universités au monde. Et il y avait un département ils appelaient les humanités digitales. Et donc, je suis allé, voilà, traîner là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il abordait plein de sujets qui m'intéressaient énormément, et notamment tout ce qui était la dimension quantitative. Moi, je faisais un travail ultra qualitatif. Terrain, interview, truc de niche, on va au bout du sujet. Enfin, voilà, c'était mon approche. Et là, tout d'un coup, il y avait des gens qui travaillaient sur des sujets avec plein de noms très macro, mais qui s'intéressaient à des phénomènes sociaux aussi. Donc déjà, formation là-dessus. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, j'ai vraiment pris une sorte de détonation au moment de l'affaire de Samuel Paty. Donc, pour rappel, c'est ce prof qui a été assassiné, djihadiste en 2020. Moi, j'étais aux États-Unis. Et quand on regarde l'affaire, en fait, tout se passe quasiment sur Internet. C'est-à-dire que à l'origine, c'est très localisé. C'est une affaire qui se passe en salle de classe. C'est ensuite une élève qui déforme ses propos. Et là, le truc part en ligne. C'est monté en boucle sur Internet, sur YouTube, sur Twitter. Et en fait, au bout de la chaîne, il y a un djihadiste qui s'empare de l'affaire et qui se débrouille pour retrouver le professeur et le tuer. Et moi, je me suis dit, c'est marrant, j'ai fait tout ce travail. Ça faisait presque 10 ans que je travaillais dessus. J'ai fait tout ce travail. Et là, on est face à un cas où, en fait, j'ai pas un élément pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Et pour ça, il faut des outils. Et je me suis dit, c'est marrant, on ne peut pas aller sur Internet au sens physique du terme, on ne peut pas aller interviewer Internet. Donc, comment est-ce qu'on peut construire des outils qui, moi, vont me permettre de faire du terrain virtuel? Et c'est ça le début du raisonnement qui va m'amener, en fait, à m'intéresser à l'IA. La troisième déflagration, comme tout le monde, c'est l'arrivée des IA génératives, dont ChatGPT, évidemment. Et quand on regarde l'affaire, en fait, tout se passe quasiment sur Internet. Donc comment est-ce qu'on peut construire des outils qui, moi, vont me permettre de faire du terrain virtuel? Et c'est ça le début du raisonnement qui va m'amener, en fait, à m'intéresser à l'IA. Le troisième déflagration, dont ChatGPT, évidemment. Et quand on regarde l'affaire, en fait, moi, j'étais convaincu que si les mutations du monde et de nos sociétés se passaient de plus en plus en ligne par le vecteur des réseaux sociaux, eh ben, il allait falloir développer des éléments de compréhension, et c'est le début de ce qui va devenir, en fait, Harlequin. Et je me suis dit, c'est marrant, on ne peut pas aller sur Internet au sens physique du terme, on ne peut pas aller interviewer Internet. Donc, comment est-ce qu'on peut construire des outils qui, moi, vont me permettre de faire du terrain virtuel? Et c'est ça le début du raisonnement qui va m'amener, en fait, à m'intéresser à l'IA. La troisième déflagration, comme tout le monde, c'est l'arrivée des IA génératives, dont ChatGPT, évidemment.
Et à ce moment-là, en fait, moi, j'étais convaincu que si les mutations du monde et de nos sociétés se passaient de plus en plus en ligne par le vecteur des réseaux sociaux, eh ben, il allait falloir développer des éléments de compréhension et c'est le début de ce qui va devenir, en fait, Harlequin. Donc voilà comment on part d'un sujet, a priori, de niche très lointain, très, voilà, de sciences politiques appliquées au Moyen-Orient et comment, en fait, on arrive à développer des modèles d'IA aujourd'hui en France sur des sujets qui visent à la compréhension de nos sociétés, justement. Par rapport à ça, je veux bien, parce qu'on avait échangé rapidement avant l'entretien, mais de poser deux, trois définitions. Puis toi, tu disais que tu avais fait une thèse et puis des études sociologiques, donc je pense que c'est quelque chose dont tu as l'habitude. Mais pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, j'aimerais que tu puisses définir déjà ce que c'est le social listening, dont on va parler parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Pour autant, les outils, et tu parlais de l'IA générative, les outils, ils ont beaucoup évolué. Et je veux bien que tu peut-être fasses une petite retour en arrière ou d'où ça vient, comment ça a évolué et qu'est-ce que l'IA générative change. Sur le social listening, c'est des méthodes qui sont un peu datées. Enfin, comme tu disais, c'est ancien. C'est parti en fait c'est parti là aussi des sciences sociales il y a à peu près une dizaine d'années. En gros, il y a l'avènement de ce qu'on n'appelait pas encore l'IA à l'époque, qui était le big data. C'est tout simplement qu'en fait, tout d'un coup, notamment à travers les réseaux sociaux et le fait qu'il y a tout d'un coup des centaines de millions et des milliards de personnes qui postent des éléments sur eux, sur leur vie, sur les réseaux sociaux et qui donnent à voir ce qui se passe autour d'eux, tout d'un coup, on s'est retrouvé avec une explosion de données comme ça ne s'était jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, l'humanité produit chaque année beaucoup plus de données qu'elle en a produit dans toute l'histoire de l'humanité avant. Enfin, on est sur la production exponentielle de données et ça vient notamment du développement d'Internet, des connexions débit et de l'avènement des réseaux sociaux. C'est bête, mais c'est un monde que les plus jeunes d'entre nous, ceux qui sont mes élèves, par exemple à Sciences Po, n'ont pas connu. C'est un monde où, quand on voulait s'informer, soit on regardait la télé, soit on achetait les informations, soit on avait quelqu'un qui nous appelait au téléphone pour nous le dire. Là, aujourd'hui, enfin depuis en fait une quinzaine d'années, il y a une explosion d'informations parce que tout d'un coup, les vecteurs, ça devient nous. Ça devient nous, nos comptes sur les réseaux sociaux. Et donc, suite à cette première révolution technologique, il y a eu tout un mouvement aussi bien dans la recherche que du côté du BIS qui s'est créé autour du social listening, qui était de dire, on va écouter ces données sociales qui sont mises publiquement en ligne. Donc, il n'y a pas de surveillance au sens propre du terme. C'est vraiment de la donnée publique que les gens délibérément mettent en ligne et sont totalement OK avec le fait que ce soit visible. C'est d'ailleurs le but du partage. Et sur la base de ça, en croisant ces données, en les analysant à très grande échelle, l'idée, c'était de dire on va pouvoir comprendre beaucoup mieux nos sociétés. Sauf que dans les faits, et c'est un peu le paradoxe du truc, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Il y a eu plein de boîtes de social listening qui ont très bien marché. On en connaît certaines, des Talkwalker, VisiBrain, etc. C'est des boîtes qui ont très bien marché, qui sont très bien développées sur le secteur. Mais la réalité, c'est que on est resté très limité jusqu'à l'avènement de l'IA génératif sur la capacité de sortir des constats en fait vraiment très profonds et très instructifs sur les phénomènes. Et d'ailleurs, si tu regardes du côté de la recherche, tout ce qui est l'analyse des réseaux sociaux, etc., c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur, mais ça n'a pas du tout révolutionné les sciences sociales. À l'inverse, ce qui se passe depuis 2023, en fait, depuis l'arrivée justement de cet IA génératif, ça vient totalement bouleverser ce postulat-là, parce que tout d'un coup, en fait, non seulement on a de la donnée en masse, mais en plus, on a, par l'amélioration des systèmes d'IA et donc l'IA génératif, on a maintenant des modèles ultra performants qui permettent de passer à l'échelle, qui permettent d'analyser en très, très grand volume cette donnée et non seulement de très bien l'analyser, mais potentiellement de générer des choses. Et donc, cette combinaison des deux fait qu'en fait, des réflexions qui sont très anciennes en sciences sociales, qui remontent aux années 50, 60, qu'on pensait pouvoir convertir en progrès considérable dans la recherche avec l'arrivée du social listening en 2010, 2012, 2013, mais qui avaient beaucoup déçu et qui avaient d'ailleurs planté pas mal d'investisseurs, tout d'un coup redeviennent possibles, mais avec une toute nouvelle architecture qui est là, une architecture qui n'est plus celle du social listening, mais qui est une architecture qu'on appelle en mauvais français AI native, qui est natif en IA et qu'il fallait construire. Et ça, c'est ce qui va nous pousser à créer Harlequin, c'est de se dire, en fait, maintenant, si on construit des nouveaux modèles qui sont capables de processer à très très grande vitesse et à très grande échelle de la donnée sociale telle qu'il en existe maintenant partout, qui est une monnaie extrêmement courante,
et ben peut-être qu'on va enfin réussir à comprendre beaucoup mieux le monde et notamment ce monde qui est un monde qui se passe en ligne et qui définit aussi beaucoup le monde réel. Et donc c'est ça l'idée aujourd'hui. Et donc à la différence des modèles, des boîtes qui font du social listening, qui en gros collectent des données en ligne et tentent de les analyser avec des outils qui sont assez frustres et qui depuis l'avènement de ChatGPT, en gros réinjectent de l'IA dans des modèles de tech qui sont un peu anciens. Nous, on a construit directement une boîte d'IA qui est faite pour ça, avec des modèles d'IA qui sont assez différents de ce qui se fait sur le marché, qui sont des conceptions propres à Harlequin qu'on appelle la base de tout ça, c'est les modèles d'IA non supervisés. Mais je veux pas trop anticiper sur la conversation. Peut-être juste une question complémentaire par rapport à ce que tu viens de dire. On a fait le postulat que les données qui sont laissées en ligne par les gens permettent de dire des choses de leur comportement, de qui ils sont. Pour autant, on observe aujourd'hui de plus en plus de gens qui vont sur des messageries cryptées, des boucles privées. Et donc, ces données sociales, elles existent toujours, mais elles sont plus privées, entre guillemets, elles sont moins accessibles. Et donc, moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce qu'on peut toujours faire du social listening si on a de plus en plus de gens qui vont vers ce genre de communauté privée, quoi? Mais non, parce que en fait, le postulat de base du social listening, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux seraient devenus la nouvelle agora publique. Qu'en gros, Twitter, c'est le débat public en ligne. Or, n'importe qui utilise Twitter a bien vu que c'est quand même archi biaisé ce qu'on y trouve. Ce qu'on y trouve, c'est beaucoup de contenu très politique, très polarisant, beaucoup de contenu haineux. Donc, enfin, Twitter n'est pas du tout un miroir de de ce qui se dit en France dans la tête des gens. Ce n'est pas un débat public en ligne. C'est une plateforme très spécifique. Et d'ailleurs, sur Twitter, on va trouver un certain type de contenu qu'on va pas du tout trouver sur Blue Sky, qu'on va pas du tout trouver sur Meta. Il y a des régions qui utilisent plutôt Telegram ou plutôt Meta que Twitter, d'autres qui maintenant passent énormément par la vidéo. Donc, ce sont des espaces qui ont leurs propres règles, leur propre type de contenu, leur propre biais. Mais si on arrive à scanner ce qui se dit là-dessus, on va avoir évidemment beaucoup d'informations, mais ça va jamais être que l'information propre à ces médiums. Et donc, l'erreur, je crois, ça a été de penser que si on comprenait ce que les gens disaient sur Twitter, on comprenait ce que les gens pensaient. Et en fait, pas du tout. C'est un niveau d'information, mais si on veut comprendre ce qui se dit, il faut être aussi capable de comprendre ce qui se dit dans la presse, ce qui se dit dans la presse locale, par exemple, pas que la presse nationale, ce qui se dit dans la presse spécialisée, ce qui se dit effectivement sur des canaux beaucoup plus privés, où là, c'est d'ailleurs, c'est pas c'est illégal enfin, il faudrait avoir des moyens qui sont des moyens, que ce soit des moyens légaux ou des moyens techniques pour rentrer dans les groupes privés qui dépassent et en ambition et en volonté ce que nous on fait, mais d'aller sur des chaînes Telegram, etc., qui sont là de pousser beaucoup plus loin la logique de la compréhension, et là qui bascule dans la surveillance. Donc en fait, l'erreur du social listening, c'est de penser qu'en comprenant les réseaux sociaux, on va comprendre mieux la société. Non, on va mieux comprendre les réseaux sociaux, ce qui est un espace en soi, et où il se passe des choses particulières. Mais si on veut faire un scan informationnel, il faut élargir considérablement et approfondir l'autre élément. Ça, c'est la deuxième reproche qu'on peut faire aux méthodes de social listening, c'est qu'en fait, elles restent très superficielles. À partir du moment où ces méthodes reposent sur les API, c'est-à-dire en fait un accès au fil de Twitter qui est très limité en contenu, on n'a accès que à 1% ou 10% du flux public. À partir du moment où on a un accès limité dans le temps, par exemple les API de Meta, quand on se branche sur Meta, on a accès, on a 1 mois, 2 mois, voilà, d'historique, ce qui est en fait assez peu et ce qui se renouvelle très très vite. Il y a aussi tous les biais propres aux API. TikTok, on ne sait pas trop ce qu'on a. Bon bah voilà, donc ça veut dire qu'à la base, on a un échantillon, un espace qui est déjà biaisé que celui des réseaux sociaux, et là-dedans, on tire des échantillons dont on n'est pas capable d'objectiver. Donc, il faut se lever tôt ensuite pour aller expliquer que ce qu'on a vu, c'est vraiment ce qui se passe dans la société. Tout ça pour dire que ce sont des méthodes assez anciennes je pense que le postulat de départ était mauvais de penser qu'on avait un miroir de la société sur les réseaux sociaux, mais par contre, ce qui était intéressant, c'était de penser qu'il y avait de l'intérêt là-dedans. Mais les outils étaient trop limités finalement par rapport à l'enjeu, et maintenant on peut passer à l'échelle. Et nous, notre approche finalement de chercheurs et chez Harlequin, c'était de dire où est le problème. Le problème, donc on l'a vu, c'est déjà les biais. On vient de parler du biais de sélection. Ça se concentrait que sur les réseaux sociaux, je viens d'en parler. Il y a en aval de ça, il y avait l'analyse qui est en fait les biais de confirmation. En gros, qu'est-ce qui se passait avec le social listening? C'est que il y avait des gens qui collectaient un sujet,
sur un sujet. Donc, vous allez, je sais pas, aller voir, voilà, qu'est-ce qui se dit sur le Covid en France ou voilà, qu'est-ce qui se dit sur l'action du gouvernement, voilà, typiquement pour des boîtes de communication qui travaillent là-dessus, ou qu'est-ce qui se dit sur la vente de mes sacs à main pour des boîtes de luxe. Voilà. Et l'idée, c'était de dire, on va aller chercher avec des mots-clés, des contenus sur les réseaux sociaux, on va les puiser et qu'est-ce qu'on fait quand on a récolté 2 millions de tweets sur ces sujets-là? Il faut bien les processer pour l'analyse. Donc oui, on a une évolution dans le temps des tendances, ça donne des informations assez limitées, mais bon, qui permettent d'avoir. Puis après, on va chercher des hashtags, on va chercher par mots-clés et on va chercher éventuellement des personnes, mais en fait, on part toujours de soi et de sa connaissance du sujet, ce qui s'appelle le biais de confirmation. Donc en fait, on cherche les sujets que tout le monde connaît ou que nous on connaît déjà, les hashtags voilà qui sont trending et on voit les top tendances que tout le monde auquel a accès. Donc en fait, on va pas beaucoup plus loin des outils de base qu'on a déjà sur Twitter. Donc c'est un peu l'illusion de savoir et c'est ce qui fait que le procès qui a été fait en partie à raison au social listening, c'est de dire c'est du bullshit. Parce qu'on a en fait plein d'insights, mais on est incapable de dire ce qui correspond ou pas à la réalité. Et donc nous, l'idée c'était de dire le biais de sélection, ça, il existera toujours, puisque quand on regarde dans une direction, on regarde. Mais par contre, tous les autres biais, celui de confirmation que je viens d'évoquer, celui-là, on peut tout à fait le faire sauter, à condition d'avoir des outils d'analyse très puissants qui vont, traiter l'intégralité du jeu de données, donc qui vont faire un système de scan informationnel dont je vais parler dans un instant, et deux, qui vont être capables de rendre l'information totalement transparente, c'est-à-dire, en fait, quels sont les liens entre tous les éléments d'information là-dessus. Alors, ça peut paraître compliqué pour les auditeurs, je vais simplifier au maximum. En gros, nous, ce qu'on voulait, c'était d'avoir des résultats qui étaient non biaisés. Et le biais, il intervient dès le début, à partir du moment où on fait une requête, à partir du moment où on tape. Quand on dit ce qu'on cherche, on établit un biais. Ça, c'est marrant, mais c'est le point de départ de toute recherche. Que ce soit une recherche sur Google, une recherche au CNRS, ça part toujours d'une question qu'on se pose. Et c'est super pour plein de choses, mais regardez, quand vous allez faire un scan médical, vous allez chez le médecin pour faire un scan, vous ne savez pas ce que vous avez. Vous n'allez pas dire recherche-moi ceci. Non, vous allez faire un scan de tout le corps et sur la base de ce que vous allez voir à la radiographie, le médecin va vous dire il faut faire un examen complémentaire là-dessus ou vous allez très bien et je vous souhaite une excellente journée. Ce scan-là, c'est le point de départ. Et nous, c'est ça qu'on applique avec Harlequin aux sciences sociales. C'est-à-dire qu'on part d'un jeu de données, donc ça peut être la presse locale, nationale, des données de réseaux sociaux, tout ça ensemble, etc. On peut mettre tout ça dans Harlequin, ça se déplace, si vous voulez, comme une pièce jointe, si vous voulez, dans un mail. C'est la même chose. On ne pose aucune question, donc il n'y a pas de requête initiale à l'outil, et c'est là où se déclenchent nos modèles d'IA non supervisés qui vont faire le même principe que le scan que je viens d'écrire en imagerie médicale, mais ils vont faire un scan informationnel qui va s'appliquer en fait à tous les éléments de la donnée. Et là, ce qui est l'équivalent du résultat de la radio qu'on voit chez le médecin, nous, c'est une visualisation qui est hyper claire, hyper simple. C'est un rapport automatique qui est sorti donc sur la base du traitement de l'intégralité de l'information. Et je pourrais expliquer comment, mais sans inférer de biais dans le traitement de cette information. Ce qui veut dire que s'il nous dit il y a 30% là du jeu de données qui parle du Covid de telle manière, ou bien qui commente l'action du président de façon très positive ou très agressive, vous pouvez ensuite descendre à un niveau de granularité qui est jusqu'au niveau du contenu. Donc, vous pouvez avoir un niveau de variation totale comme un accordéon, si vous voulez. Vous pouvez soit avoir un résumé très global de ce qui se dit, mais vous pouvez déplier chaque élément du rapport pour avoir finalement une vision extrêmement précise de points qui vous intéressent dans ces sujets-là. Et donc, ça permet en fait tout simplement de balayer des espaces informationnels et d'avoir exactement la photographie exacte de ce qui s'y dit. Puis après, vous allez zoomer sur les éléments d'information de la photographie qui vous intéressent, avec un niveau de précision qui est, comme les zooms aujourd'hui, les appareils photo, qui est très précis. Donc, ça permet simplement de rendre l'information transparente à l'échelle d'un espace informationnel qui nous intéresse. Et ça n'est jamais arrivé, en fait. On ne s'est jamais retrouvé dans l'accès à l'information et la capacité à traiter cette information, ça a toujours été les énormes goulets d'étranglement depuis le début de l'humanité. Et en fait, aujourd'hui, avec les modèles d'IA que nous, on a mis en place et qui reposent sur une architecture assez complexe de petits modèles qui s'emboîtent, c'est des modèles qu'on appelle composites, qu'on a développés nous-mêmes, on arrive en fait à avoir craqué ce qu'on appelle le processing de la data, mais aussi son analyse. Et donc, évidemment, la grande peur que j'entends surgir dans le cerveau des auditeurs, c'est de dire, du coup, ça remplace les chercheurs. Eh ben non. En fait, ça permet juste de partir d'une base beaucoup plus costaude pour le chercheur, qui est qu'en fait, on voit exactement la photo et tous les éléments de détail, et donc d'aller immédiatement poser les questions pour aller beaucoup plus loin
sur une base très solide, ou bien de pouvoir qualifier ce qu'on voit. De dire, ah bah voilà, sur le Covid, là, je peux vous dire que moi qui suis expert du sujet, en l'occurrence, c'est pas mon cas, mais ça, ce sont des anti-vax, ça, ce sont des médecins. On a la possibilité, du coup, d'apporter des labels, donc des informations à l'IA en disant, bah, tu vois, ceux qui disent, qui poussent ce genre de propos, ce sont des anti-vax. Ceux qui poussent, ceux qui tiennent ce genre de propos, ce sont des gens qui sont pro-vaccin ou qui sont de telle région, etc. Et à partir de là, il y a une boucle de rétroaction avec cette nouvelle information. L'outil peut ensuite revenir enrichir l'intégralité de la base de données en disant, bah, si ces gens-là sont des anti-vax, bah, déjà sache qu'il y en a X% dans ton jeu de données, qu'ils prennent une position sur tel sujet à hauteur de ils représentent tant, etc. Bref, en gros, on peut transformer chaque élément d'information pour savoir exactement ce qu'il pèse, ce qu'il représente et qui le dit. Donc voilà, on arrive à savoir très rapidement, très finement qui dit quoi, sur quoi, quand, comment, pourquoi. Et ça peut paraître bête, mais dans la guerre informationnelle dans laquelle on vit, où l'information devient de plus en plus une arme qui est utilisée pour perturber les débats publics des démocraties européennes, où on a de la propagande sans même s'en rendre compte qui tombe sur des fils Twitter d'adolescents, où on a d'énormes questions sur les ingérences étrangères sur TikTok, sur Twitter, etc., bah, d'avoir juste la capacité à rendre tout ça hyper transparent permet de faire émerger les biais algorithmiques, les comptes non authentiques, voilà, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils poussent. Et tout ça, j'aurais dû commencer par ça en l'espace de quelques minutes et avec de la tech européenne. Donc voilà, si on considère une guerre d'information, il faut s'équiper et bah, c'est une sorte de super radar. Voilà. On est rentré dans le vif du sujet là sur la partie technique. J'ai 2 questions pour creuser ça. Tu les prendras, comme tu veux. La première, c'est tu disais donc je crois que c'est Udex dont tu parlais, enfin qui est votre outil maison qui permet de faire ce scan médical. Moi, la question qui me venait en t'écoutant sur cette partie scan médical, c'est si j'imagine un scan je sais pas, un IRM ou un scan médical qui a été fait. Au départ, on sait qu'il va y avoir un résultat X, mais on sait que ça devrait ressembler à Y. Et si ça ressemble pas à Y, alors il y a des problèmes. Et donc, ça veut dire que quand même, on a paramétré au départ le fait qu'on sait ce qui est la norme et ce qui est hors norme. Et donc, la question par rapport à ça, c'est certes, il n'y a pas les biais. En tout cas, vous ne posez pas de questions en entrée, donc c'est débiaisé à ce niveau-là. Pour autant, il y a bien des données qui permettent à l'algorithme de savoir où il est par rapport à, et pour classifier, donc ça, c'est ma première question. Donc, comment vous avez fait ça? Et la deuxième, et peut-être c'est lié, c'est en termes de techno. Tu parlais d'IA non supervisée. Est-ce que vous utilisez de l'IA générative? Enfin, voilà, sans rentrer trop dans le détail et sans dévoiler les secrets industriels, mais un petit peu comment vous avez fabriqué ces composites dont tu parlais? La première question que tu poses est super importante, la deuxième aussi, mais dans l'ordre, parce que en fait, ça a affaire à ce dont on parle, c'est-à-dire les données sociales. Ce que tu dis, ça vaut pour l'imagerie médicale, mais en fait, ça vaut pour pratiquement tous les secteurs dans lesquels se déploie la tech aujourd'hui, qui, si tu regardes bien, c'est pensé par des ingénieurs et pour des applicatifs de toute nature, mais ça marche très très bien sur des trucs qui sont sûrs. Et c'est là où le sujet intervient sur nous, là où on se positionne, c'est que ça marche beaucoup moins bien quand on est sur des sujets subjectifs qui sont par définition tout ce qui concerne la société. Je te prends un exemple concret. Tu fais de l'imagerie satellitaire, tu regardes du haut du satellite la Terre, tu zoomes sur le sable. Bon, bah, si c'est bleu, c'est de la mer. Si c'est jaune, c'est du sable. C'est très clair. Si c'est blanc, c'est de la neige. C'est très clair. Le truc peut se planter, mais c'est de la neige ou c'est pas de la neige, tu vois. C'est de l'eau ou c'est pas de l'eau. Quand on est sur de l'humain, c'est plus possible parce qu'en fait, ça va dépendre de qui regarde et avec quelle perspective et avec quelle intention. Et donc, c'est pour ça que des modèles d'imagerie satellitaire vont très très mal s'appliquer au monde social. Ça va devenir un truc impossible parce que tout n'est justement ni noir ni blanc et les différentes variations de gris font qu'on n'arrive plus à bosser. Donc nous, ça, c'est pour ça qu'on a réfléchi à des usages et que je pense que c'est pour ça que l'avenir de l'IA passe aussi par des gens comme nous qui venons des sciences sociales. Ou pour le dire autrement, je pense qu'il y a une révolution de l'IA parce que des gens qui n'ont rien à voir avec ce secteur s'y mettent avec l'ambition qu'on a chez Harlequin, qui est de construire quelque chose de totalement neuf et qui va être un nouveau modèle qui va présenter un certain nombre d'innovations de rupture parce qu'on vient d'un monde qui n'a rien à voir à l'origine avec la tech et on bosse avec les meilleurs techos et notre CTO est incroyable de ce point de vue parce qu'il comprend très bien les enjeux et il arrive à le formuler dans des enjeux techniques. Mais là, le point de départ de tout ça pour nous, c'était un élément très important qui était qu'on ne devait pas, nos modèles à l'origine ne devaient pas dépendre des bases de données
des grands moteurs d'IA générative. Donc, en gros, dit autrement, on ne devait pas dépendre de la base de données de ChatGPT. Parce qu'on sait bien, et pour rappel pour les auditeurs, comment fonctionne l'IA générative aujourd'hui. Ce sont des grands modèles comme ChatGPT, comme Gemini de Google, comme Llama de Facebook, par exemple. Ce sont des grands modèles d'IA qui ont, en gros, avalé l'intégralité des données ouvertes, et peut-être même pas que ouvertes, dans le monde. Donc, ils ont avalé tout Wikipédia, tous les bouquins, etc. Et donc, ils ont une énorme base de données. Et là-dessus, c'est juste du calcul probabiliste qui passe et qui fait que, tout d'un coup, ChatGPT devient exceptionnel, extrêmement puissant pour produire, pour générer du contenu. Mais si vous voulez, la différence entre quand vous écrivez un texto, le correcteur automatique qui vous propose le prochain mot, qui n'est pas toujours exact, et ChatGPT 5, c'est essentiellement, alors oui, il y a une différence technologique, etc., mais sur le fond, c'est essentiellement une différence de données d'entraînement, de puissance de calcul et de tech, voilà, qui arrive à transformer la génération, non pas la probabilité de déduction, non pas du prochain mot, mais de carrément de réponses entières. Derrière, c'est du calcul probabiliste assez simple. C'est ça qui est incroyable avec cette technologie, qui est ultra puissante. Nous, si on voulait utiliser ça pour les sujets dont on parle, les sujets de société, bah là, on allait être ultra biaisé parce que ça allait dépendre de quoi? Ça allait dépendre déjà de la donnée avec lesquelles les LLM ont été nourris, des consignes qu'ont reçues ces modèles génératifs des entreprises qui les ont construites, notamment sur des sujets de société très complexes, typiquement les questions culturelles, les questions politiques. Poser des questions très politiques au modèle de ChatGPT ou de Gemini, vous allez voir ce qu'ils répondent. Soit il vous dit j'ai pas le droit de me prononcer, soit il botte en touche, soit il dit des trucs ultra controversés, comme Grok, comme l'IA d'Elon Musk, elle répond des trucs insensés sur la politique actuelle américaine qui reflètent beaucoup les idées d'Elon Musk. Donc on a des énormes biais. Donc nous, le but, c'était de dire, il nous faut un IA qui n'a pas de données d'entraînement et des modèles d'IA qui ne vont pas aller chercher dans des données d'entraînement pour pouvoir produire le résultat. Et donc, c'est ça l'IA non supervisée qu'on a fait, c'est qu'en gros, nous, on lui donne de la donnée et derrière, je vais le faire très simple, c'est des modèles de mathématiques ultra complexes et sous stéroïdes, voilà, sous stéroïdes d'IA qui sont voilà, boostés à la puissance de calcul pour faire des trucs très complexes et qui vont tout simplement rapprocher les contenus les plus proches ensemble, sémantiquement. Ça, ils font beaucoup plus que ça, ils ne font pas que du clustering, mais il y a une dimension clustering qui fait que si quelqu'un dit vive Donald Trump et un autre qui dit longue vie à Donald Trump, il va comprendre que c'est suffisamment proche, c'est des voisins proches, et il va pouvoir les regrouper en disant c'est à peu près la même chose en sémantique. Et qu'à l'inverse, si quelqu'un dit je déteste Donald Trump, il va le mettre dans un autre champ sémantique parce que là, on a une négation, on est sur quelque chose de différent. Mais par contre, tout ça va appartenir à un groupe qui parle positivement ou négativement. Et donc, il est capable de rassembler comme ça du contenu et un petit peu, si vous voulez, comme on ferait des poupées russes, il va partir de l'intégralité du contenu, les rapprocher, et puis au fur et à mesure, il construit des poupées russes de différents sujets jusqu'à ce qu'il arrive tout en haut et qu'il explique que bah, là, maintenant, il ne peut pas aller plus loin parce que les sujets sont trop différents. Et donc, on a, dans l'intégralité du jeu de données, 5 grands thèmes, dont 20% concernent tel sujet, des gens qui parlent de Donald Trump. Et puis, si on descend dans les poupées russes, on va se retrouver sur des gens qui en parlent bien, des gens qui en parlent mal, des gens qui en parlent bien en développant, des gens qui en parlent bien sans développer, etc., etc., ce qui nous permet du coup d'avoir ce système d'accordéon que je disais. Donc, soit on a l'overview, soit on descend dans les verticales, on a profondeur et étendue, et ça, pareil, c'est bête, à l'échelle des sociétés, des études et de la recherche dans les sciences sociales, en sociologie, en sciences politiques, là où j'étais formé, on ne pouvait pas faire les deux. Soit on faisait qu'une analyse globale très approximative, c'est ce qu'on appelle le quantitativisme. Donc, on faisait des sondages et on savait qu'il y avait 53% de Français qui aimaient ou n'aimaient pas le gouvernement, mais on ne pouvait pas rentrer dans le détail des opinions de ces 53% des Français. Ou bien alors, on faisait de l'enquête qualitative, ce que moi je faisais à l'origine, c'est-à-dire on va interroger les gens, on en interroge, allez, on fait un très grand terme, on en interroge 300. Oui, bah, on ne sait pas si ces 300 ils sont représentatifs de qui que ce soit derrière. Donc, on a un grand problème à passer à la généralisation. Donc, on a quelque chose de très significatif, de très niche, de très poussé. Et quand il faut ensuite aller expliquer ça à l'échelle de la société, bah, parfois, on se plante. Parce que le passage à l'échelle, je ne marche pas. Et ça, c'est les enjeux d'échantillonnage. Bah, là, nous, on peut soit faire des trucs très, très larges, très profonds, et après, bah, on se met au niveau où on veut là-dedans. Et ça, c'est une petite révolution de l'IA. Et donc, ça, c'est juste la première couche. C'est là-dessus qu'ensuite on construit. Donc, si vous voulez, par rapport, encore une fois, au social listening, mais en fait, à tout ce qui était un peu les modèles de compréhension du monde jusque-là, qui utilisaient ou non de l'IA, on était très vite limité. On avait beaucoup de data. Donc, plus on avait de data, plus c'était compliqué.
une fois qu'on arrivait à analyser cette data, bah, il fallait prendre un temps incroyable pour en faire sens, produire un rapport et après, il fallait envoyer le rapport à des gens fallait qu'ils trouvent le temps de le lire. Nous, on compresse la data, l'analyse, la production d'un rapport, tout ça est compressé en l'espace de 5 minutes. Ce qui fait que du coup, on a tout le reste du temps, donc ce qui devait prendre 2 semaines, ça fait 5 minutes et encore une fois avec une précision et une qualité, c'est bête, hein, mais qui dépasse les générations des modèles de ChatGPT et de Gemini. C'est-à-dire qu'on a fait cette expérience-là récemment sur la donnée de sondage. Donc c'est un sondeur qui est très connu, nous a donné de la donnée de sondage, voilà, avec des gens, enfin c'est des milliers de gens qui donnent leur avis, donc c'est oui, non, oui. Ça, bah, c'est au moins une semaine de travail pour deux trois sondeurs. On a pris ça, on l'a passé dans le modèle d'Arlequin et on a pris le même jeu de données, tout anonymisé, hein, je tiens à rassurer les gens, c'est monsieur X, madame Y. Et avec le même jeu de données, on l'a passé dans un grand modèle de langage bien connu, ChatGPT, et on a pris les deux résultats des deux rapports, on les a anonymisés et on les a renvoyés à ChatGPT en disant, est-ce que tu peux nous dire quel est le meilleur rapport, nous dire pourquoi, nous apporter des arguments et il a dit, clairement le deuxième, c'est-à-dire celui qui avait produit Harlequin, c'est plus précis, il a fait une lecture croisée des dynamiques, et cetera. Enfin bref, on parle juste des meilleures boîtes d'IA au monde. Et nous, c'est pas parce qu'on est plus malin que les autres, c'est juste qu'on a trouvé des systèmes pour tirer profit des IA génératives qui sont très fortes à générer, mais qui sont pas très fortes à comprendre. Et nous, comme notre background, c'est de comprendre et c'est d'être des sociologues et notamment de terrain, donc avec être exposé aux finesses, on va dire, du terrain, bah, on a essayé de mettre ça en musique avec de l'IA et c'est comme ça qu'on arrive à des modèles qui, à mon sens, sont assez uniques sur le marché mondial. Et une petite boîte comme Harlequin, qui n'a pas 18 mois, on est en train de benchmarker ça pour pouvoir le sortir, mais on arrive avec des résultats en inférence qui sont meilleurs que les modèles de meilleurs au monde. Donc c'est aussi pour moi le moyen de le dire dans notre échange, c'est que je pense qu'il y a une énorme voie pour l'IA en Europe, justement parce qu'on ne réfléchit pas comme les autres. Justement, j'avais une question autour de la souveraineté. Tu en as parlé un petit peu et de l'open source, où je sais que vous avez un axe fort là-dessus. J'ai juste une question plus cas d'usage sur l'utilisation de vos outils, tu vois, pour que tu puisses filer un exemple concret pour qu'on se rende bien compte de comment ça marche. Moi, je peux peut-être t'en donner un. Enfin, en tout cas, j'ai une question. C'est que je me rappelle, il y a quelques années, j'avais discuté, alors je sais plus, c'était un des responsables sûreté de Total. Et on faisait des ateliers sur l'IA justement et lui, il devait travailler sur des cas d'usage qu'il aimerait explorer et il se disait lui: «Bah, mon rêve, moi, c'est de comprendre, j'ai plein d'expats partout dans le monde et j'aimerais bien, comprendre un peu en avance là où ça commence à chauffer». Et il disait: «Moi, j'adorerais avoir un outil d'IA qui allait», alors il parlait de Twitter à l'époque, qui irait scraper Twitter pour comprendre, des endroits où ça commençait à chauffer pour pouvoir, de manière préventive, bah, mettre en place des actions. Maintenant, je me dis donc tu disais, vous parlez pas d'une question, mais tu as quand même si tu as un client, tu as un besoin. Cette personne-là qui aurait ce besoin-là de se dire: «Bah, moi, je veux être capable de monitorer un peu le web ou pour être capable de suivre potentiellement des points chauds, sécuritaires dans le monde pour mes expats». Tu vois? Comment, votre outil UDEX, il pourrait être utilisé? Quel type de données on irait Bah, en fait, c'est pas parce qu'on part pas d'une question qu'on ne peut pas répondre à une question. Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a la possibilité de traiter plein de cas d'usage différents. C'est d'ailleurs presque un challenge pour nous. C'est qu'en fait, on pourrait, attaquer 25 verticales et comme on est une start-up, faut qu'on se focalise sur une et comme on est sur des technologies de rupture, bah, les cas d'usage sont pas toujours encore compris par les clients. Mais en l'occurrence, dès qu'il y a là où on va être très bon, c'est sur les sujets où dès qu'il y a de la fumée, en gros, quelqu'un repère de la fumée et il veut savoir l'étendue du feu. Donc dès qu'il y a une intuition, mais on ne sait pas exactement, on veut la confirmer ou l'infirmer ou la préciser, là, on va être très bon. L'autre élément, je vais prendre d'autres exemples. Nous, vraiment, notre verticale, c'est usage stratégique de l'information, quoi, en gros. Donc, ça va des médias, de la com, à des enjeux. Tu évoquais la sûreté des boîtes, etc. Due diligence, voilà, tous ces trucs-là, ça rentre en compte. Mais ouais, le marché secteur stratégie de l'information n'existe pas. Je pense qu'il existera dans quelques années et qu'on est assez pionnier là-dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, du fait de justement, de la arsenalisation du milieu informationnel, c'est ce qui fait que, bah, aujourd'hui, c'est hyper dur de comprendre ce qui se joue sur les réseaux sociaux, dans les médias. Bah, il y a des tels coups donc il faut des outils qui vont permettre d'objectiver ça et c'est la proposition de valeur qu'on propose. Donc des cas d'usage très clairs. Premièrement, une grande boîte
qui montait sur une boîte d'infra qui montait sur un deal à l'étranger, dans un autre continent, avec un partenaire étranger très connu et qui a une réputation d'être sulfureux, mais qui a beaucoup d'argent. Donc, il met beaucoup d'argent dans le projet. Donc, c'est un projet, ce qu'on appelle de joint venture, où chacun, voilà, met de l'argent et donc va être associé pour la réalisation de ce projet. Voilà, il y a une question sur la réputation de ce groupe, mais en l'espèce, dans le pays et dans la région dans laquelle se passe ce projet-là, on pense que le partenaire, pas nous, hein, mais le client, pense que le partenaire est pas super fiable. Ils le savent parce qu'ils ont des éléments, mais ils n'ont pas pu recouper. Donc typiquement, il y a de la fumée, ils n'ont pas le feu et ils ont une intuition. Nous, ce qu'on a pu faire très facilement, c'est juste d'aller scanner les espaces informationnels du pays en question, donc les radios locales, mais encore une fois, que du contenu public, quoi, du contenu accessible à portée de clic. Les radios locales, les podcasts, la presse locale, la presse nationale, etc. Et ce qu'on voit, c'est effectivement que le partenaire en question était accusé d'esclavage moderne dans une région de ce pays-là, et ça avait été repris par des radios locales et par quelques médias locaux, mais ça avait été étouffé un peu plus haut. Ah voilà, boum, on a trouvé le truc, il y avait eu plusieurs heures d'émission, etc. C'était pas sorti de la région. Et par contre, quand on recoupait le truc, ça avait l'air quand même assez costaud. Bon, bah ça, c'est un point très clairement où tout d'un coup, on objective une situation qui était, on savait pas ce qu'il en était, bah, tout d'un coup, on sait ce qu'il en est. C'est un cas d'usage très précis. Mais si tu réfléchis plus largement, ça vient valoriser énormément de choses qui sont produites, qui ont de la valeur, mais cette valeur est ignorée ou n'est pas prise en compte, alors même simplement par manque d'outils techniques. Et je vais te prendre 2 exemples très clairs. Aujourd'hui, n'importe quelle administration dans le monde, n'importe laquelle, dans n'importe quel pays, ils produisent la masse de notes. Les gens, voilà, toute la journée, le Quai d'Orsay, il y a tous les jours 200 diplomates, enfin une centaine de diplomates, qui produisent des câbles diplomatiques qui remontent à Paris pour leur dire voilà ce qu'on observe depuis l'ambassade de France à Tokyo, au Sénégal, au Pérou. Voilà, on a aujourd'hui, voilà ce qui est important pour les intérêts français dans la région. Voilà, c'est comme ça. Ces notes-là, il y en a donc entre 150 et 200 par jour. Qui lit ces 200? Il n'y a personne. Je veux dire, le diplomate qui en lit le plus dans la journée, enfin, s'il en lit 15 ou 20, c'est héroïque. Enfin, vous pouvez demander à n'importe quel diplomate combien il lit de cap diplo. C'est entre 3 et 5, et les bonjours, voilà, ça monte à 10. Et encore, c'est sur leur sujet ou parce que il faut le lire, etc. Donc, on a une énorme perte d'informations, alors même que cette information, elle est de qualité, produite par des gens qui sont très bons. C'est souvent les ambassadeurs ou les plus hauts diplomates qui produisent ces câbles, qu'elle a vocation à être lue, puisqu'elle est remontée à Paris pour dire regardez, il faut s'intéresser à ça. Et non seulement elle n'est pas lue, mais en plus, on n'a pas la lecture transversale de toutes ces notes. C'est-à-dire que peut-être que l'écho du monde que toutes les ambassades de France fait remonter à Paris, si ça se trouve, il permet de découvrir des choses hyper importantes. Genre, ah bah c'est marrant, tout d'un coup, on se fait attaquer dans tous les pays du monde sur tel sujet. Il faut peut-être le prendre en compte, etc., avant que ça devienne une polémique internationale. Peut-être que tout simplement, un signal faible qui représentait 1% dans les remontées des câbles diplomatiques en janvier, et qui tout d'un coup représente 20% des sujets évoqués dans les notes diplo 6 mois plus tard, bah peut-être que c'est un sujet qui est en train de monter. Peut-être s'y intéresser. Et en fait, par ce faire, on se rend compte qu'on pourrait anticiper plein de crises. La France qui se fait chasser du Mali. Il n'y a pas eu un coup de feu tiré au Mali. Il n'y a pas eu un coup de feu tiré au Niger. Ça s'est passé où? Ça s'est passé dans la tête des gens. Ça s'est passé parce que les gens avaient du ressentiment. Ça n'était pas fondé sur du sable. Il y avait des raisons historiques, il y avait des raisons politiques. Mais tout d'un coup, on est passé d'un sujet de 25e préoccupation qui était la présence française au Niger. Tout d'un coup, c'est devenu la préoccupation nationale et on a replié bagages comme ça du jour au lendemain. Donc les intérêts stratégiques de la France ont été totalement impactés par quelque chose qui s'est joué dans l'espace informationnel et qui n'a même pas nécessité une intervention militaire d'aucun pays. Et donc ça, c'est là où on va s'intéresser à d'autres pays qui vont manipuler les informations. C'est là où on va s'intéresser à des campagnes de désinformation qui vont utiliser des acteurs locaux, qui vont utiliser des narratifs locaux. Et ça, c'est une nouvelle guerre. C'est une nouvelle forme de la guerre, ce qu'on appelle la guerre informationnelle. Et donc des outils comme ça vont permettre ça. Et donc typiquement, dans le cas que j'évoquais, peut-être qu'il y avait plein d'ambassades, en l'occurrence c'est le cas, qui avaient fait remonter à Paris depuis plusieurs mois, qui avaient en ce moment des bruits de fond qui circulaient sur les réseaux sociaux. Alors chacun le voyait du bout de sa lorgnette. Il y avait l'ambassade de France en Pologne qui avait vu quelque chose, n'importe quoi, l'ambassade de France au Mali, au Niger, et tout le monde faisait remonter qu'il y avait des guerres informationnelles qui attaquaient la France sur tels aspects et qui commençaient à faire, prendre du poids dans l'opinion publique des pays qui allaient avoir un impact politique et militaire très concret. Et ça, vous pouvez décliner sur tous les sujets aujourd'hui. Et donc, nous, on peut traiter d'un coup l'intégralité
des cas de diplôme produits dans la journée. On peut traiter, voir les évolutions, etc. Mais on peut le faire pour n'importe quoi. Tu prenais un exemple d'entreprise et donc d'expats là tout à l'heure, mais il y a plein de boîtes qui ont 100 000, 200 000 remontées de tickets clients tous les jours. Alors, c'est analysé par l'IA, mais hyper pauvrement. Si tu peux faire une analyse sur les 6 derniers mois, sur les 6 derniers jours, sur les 6 dernières heures, et comprendre exactement ce qui joue dans la subtilité des remontées, tu vas être beaucoup plus réactif. Les cas d'usage, un autre cas d'usage sur lequel on a travaillé, on est très fiers, c'est le traitement du grand débat. Débat, pour rappeler, c'est suite à l'épisode des manifestations des Gilets jaunes, qui a duré quand même plusieurs mois, qui a été extrêmement tendu en France. Le président avait lancé une consultation citoyenne dans toute la France. Et donc, les Français pouvaient se rendre dans les mairies et écrire dans les cahiers de doléances. Et il y avait la version virtuelle de ça, qui était le grand débat national en ligne. Et ça, c'est bête, mais il y a 400 000 Français qui ont répondu à 80 questions sur des thèmes, sur ce qu'ils pensent du pays, sur la fiscalité, sur l'écologie, enfin, voilà, sur des grands thèmes. 400 000 Français, 80 questions, ça fait 32 millions de réponses. Alors, tout le monde n'a pas répondu aux 80 questions, mais c'est quand même un corpus avec 32 millions de cases. Ça, il y a eu une énorme polémique en 2019 au moment de la remise des rapports, parce que, en fait, le sujet n'avait pas été couvert dans son intégralité. Et par intégralité, je veux dire que l'intégralité des réponses de l'intégralité des intervenants avait été traitée et mis en parallèle avec toutes les autres. C'est-à-dire, en gros, vous prenez un répondant, vous prenez ces 80 réponses et vous allez comparer ces 80 réponses aux 80 réponses des 400 000 autres. Et là, après, vous croisez tout ça et vous regardez la typologie qui en ressort. Ça n'avait jamais été fait. Mais c'était pas par manque de volonté politique. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le fait que l'Élysée voulait pas ceci, que le Premier ministre voulait pas cela. Et non, c'est juste qu'il n'y avait pas les moyens techniques. C'est comme le social listening, comme ce qu'on évoquait. La promesse était très grande. On pensait qu'on pouvait en faire. Puis tout d'un coup, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas les outils assez puissants. On n'a pas les outils qui ont été pensés pour, etc. Et nous, chez Harlequin, à cette époque-là, on n'avait même pas le proto, mais quand on a mis en place le proto d'Harlequin, on s'est dit, mais en fait, il y a un cas d'usage qui est devant nous, c'est la donnée du grand débat, c'est de la donnée publique, c'est accessible en ligne, ça n'a pas été fait, les Français ont aussi le droit de savoir. Et donc, on a pris cette donnée, on l'a passée dans Harlequin, on a fait un partenariat avec un think tank qui s'appelle la Fondation Jean Jaurès, on leur a dit, voilà, on a mis la donnée dans Harlequin, vous êtes des experts de ces sujets, nous non, si vous voulez, on vous montre comment les lire dans Harlequin, et vous pouvez en faire. Et en une semaine, ils avaient plié le rapport. Un truc qui aurait mis des années à faire et probablement une armée de consultants ou de chercheurs. Donc, c'est des choses, voilà, comme ça qui nous montrent que on n'est pas condamné à ne plus rien comprendre et que si les algorithmes changent totalement le monde, il va peut-être falloir aussi en construire qui vont nous permettre de comprendre le monde. Et ça remplace pas l'humain, ça lui permet au contraire de se naviguer dans ce nouvel environnement technologique. Je veux bien revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Je crois que tu disais on a les moyens de faire de l'IA en Europe. Je suis allé regarder un peu votre site et ce que vous disiez, mais vous, justement, vous avez développé vos propres modèles pour pas dépendre de techno américaines ou autres. Et vous défendez donc une approche plutôt souveraine. Tu disais modulaire, auditable, open source, si je dis pas de bêtises. Et tu disais on a les moyens de faire de l'IA en Europe. Tu vois, c'est quoi ton regard là-dessus? Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Parce que d'une certaine façon, c'est un choix plus compliqué quand on se lance, puisque tu dois tout réinventer. Et ton regard sur on peut faire bien en Europe, c'est quoi? C'est la question du modèle européen. Je pense qu'il y a plusieurs modèles, hein, et chaque boîte, chaque startup a son approche, son modèle, etc. Nous, on est parti de nous. On était des chercheurs, on avait beaucoup d'idées, on avait envie de faire des trucs assez puissants, mais on était totalement limité en termes de moyens et en termes, c'est bête, de puissance de calcul. Donc, quand vous faites de l'IA à très grand niveau, vous avez besoin de pouvoir faire tourner les modèles sur des ordinateurs qui sont très puissants, ce qu'on appelle la puissance de calcul, en l'occurrence plus que des ordinateurs pour l'IA. Et nous, on n'avait pas ça. Enfin, on avait des ordis de bureau, quoi, les ordis de Sciences Po et les ordis de CNRS. Donc, comment on fait? Donc, nous, c'était une contrainte. Si on voulait faire le truc, il fallait qu'on se débrouille pour que ça ne prenne pas beaucoup de puissance de calcul, ça puisse tourner sur des machines. C'est vraiment une contrainte archi basique, quoi. Et donc, pour ça, on était contraint à faire des modèles qui vont être du coup très efficaces et très frugaux. Et ça, c'est possible que si on miniaturise, c'est possible. Donc, en gros, c'est un petit peu comme les MP3, voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la musique. Avant, on avait des CD, on pouvait mettre 12 chansons sur un CD. Et puis un jour, on a inventé le MP3, on pouvait mettre tout d'un coup 1000 chansons sur un CD. Parce que la musique, elle n'avait pas perdu en qualité, mais juste la taille du fichier musical avait considérablement baissé. À nous, voilà, toutes choses égales par ailleurs, ce qu'on arrive à faire très bien, c'est à réduire la dimensionnalité, à miniaturiser, sans perdre en qualité. Et donc, on a commencé
sur des modèles qui tournaient du coup sur nos ordi. Et comme on a été assez bon dans ce chemin de réduire la dimensionnalité, on a pu en fait passer à l'échelle. C'est-à-dire qu'on a pu avoir des systèmes qui étaient de plus en plus performants et qui ne prenaient pas plus de puissance de calcul. Et ben, bonne nouvelle, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont juste besoin d'une IA qui tourne sur leur ordi et qui n'ont pas 50 000 euros à mettre en puissance de calcul. Donc, en fait, on avait un business model. Et ça, c'est juste parce qu'on était au CNRS à Sciences Po et que on n'avait pas de budget pour sortir une GPU. Donc, c'est bête, mais d'une contrainte, on a fait une force et une opportunité. Et ça, c'est aussi parce que du coup, on a choisi de la jouer autrement. Et c'est là-dessus où je voudrais qu'on prenne 2 minutes pour réfléchir. Et c'est un constat empirique que je fais, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres qui le font. Le modèle de l'IA aujourd'hui dont on parle, c'est le modèle en fait des grands acteurs américains. Qu'est-ce qu'ils ont précisément ces grands acteurs américains? Si on regarde quelles cartes ils ont à jouer que le monde ne peut pas jouer. On parle de Google, on parle de Facebook, de Meta, on parle de OpenAI qui a levé des milliards. Ils ont des moyens quasiment infinis. En tout cas, à l'heure actuelle, ils ont des moyens qui sont inégalés. Donc, première, ressources financières énormes. Deuxièmement, ce sont des modèles qui ont accès à des niveaux de data incroyables. Google, ils ont toute la data du monde. Facebook, presque pareil. OpenAI, ils ont pu scraper tout le web. Bon, donc moyen imbattable, accès à toute la data du monde. Derrière, ils ont de la puissance de calcul. C'est eux qui ont les modèles les plus performants. Et ils mettent sous embargo la Chine pour pas qu'ils les rattrapent précisément sur ce point-là. Bon, bah, moyens illimités, puissance de calcul illimitée et les meilleures données, ben, en fait, vous faites tourner tout ça et ça vous donne un LLM, ça vous donne un ChatGPT, ça vous donne les modèles de langage, c'est-à-dire en fait de la technologie qui n'est pas super impressionnante, mais par contre qui a pu passer à l'échelle parce qu'à force de mettre de l'argent, à force de mettre de la donnée, à force de mettre la puissance de calcul, ben, vous avez un modèle qui passe de ChatGPT 2 dont personne ne parle, que personne connaît, qui est un modèle qui marche pas très bien pour générer des phrases, à ChatGPT 3 puis ChatGPT 3.5 qui tout d'un coup génère des phrases. Et ce qui a changé fondamentalement entre les deux, c'est juste qu'il y a eu plus de données et passage à l'échelle avec des plus gros modèles. Donc, pour le dire simplement, on a un modèle américain où on a des énormes camions qui ont beaucoup d'essence, qui ont des très très gros moteurs et qui vont très très vite à 200 km/h sur une route qu'ils ont eux-mêmes construite et qu'ils appellent la route vers l'intelligence artificielle généraliste, l'AGI. Donc ça, c'est leur modèle. Nous, on a un acteur en Europe là-dessus qui est sur cette autoroute, qui s'appelle Mistral. Mistral, ils ont beaucoup moins d'argent, ils ont moins de puissance de calcul et ils ont moins de données, mais ils sont très malins. Donc voilà. Et on a un acteur stratégique sur ce marché et bravo à eux. Et donc c'est un van, un très beau van conduit par des gens très intelligents qui foncent sur cette route. Ils vont moins vite, mais voilà, ils jouent la compétition là-dessus et comme ils sont malins, ils pourront peut-être faire des innovations qui vont leur faire gagner. Nous, on va pas se mettre là-dessus. On arrive avec nos petits bras, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous, il faut qu'on change de route. Il faut qu'on fasse notre propre route. Et notre propre route, c'est quoi? C'est dire, bah, nous, on a une motocross. On est ultra agile. Donc, déjà, on va pas sur l'autoroute, on va dans la montagne. On va passer par là où personne ne passe. Et cette motocross, comment elle fonctionne? Nous, on n'a que nos petits bras, on n'est pas très nombreux, on n'a pas de puissance de calcul. À l'origine, on avait peu de financement et on avait beaucoup d'idées. Donc, on s'est dit, bah, cette motocross, déjà, on va s'appuyer sur l'open source. Pourquoi? Parce que l'open source, vous avez, allez, 200 000 personnes en ce moment, au moment où on parle, qui réfléchissent au même problème et qui sortent tous les jours des modèles, qui mettent en accès libre avec des licences exploitables, y compris commercialement. Et donc, si vous arrivez à assembler ces différents modèles dans une architecture qui vous est propre, avec vos idées qui est propre et qui arrive à marcher, et ben tout d'un coup, en fait, vous avez 200 000 personnes qui bossent pour vous. Donc, dit autrement, vous avez peut-être une motocross, mais en attendant, tous les jours, il y a un nouveau guidon sur le marché qui est gratuit. Il y a une nouvelle roue qui change. On peut un nouveau carburant qui vient faciliter la montée. Et donc ça, c'est le modèle d'Arlequin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle Arlequin. Il y a plusieurs raisons, mais ça, c'est l'une des raisons. C'est qu'on a construit autour de modèles dits composites, c'est-à-dire qu'on pouvait, comme le costume d'Arlequin qui est fait de plein de pièces rapiécées, on peut changer plein d'éléments dans notre modèle. On a toujours les dernières pièces sur le marché, les plus performantes. Et s'il faut mettre une ampoule qui marche mieux et qui consomme moins, bah, on va le faire. Et donc, ça nous permet de scaler avec une inertie qui est celle du monde entier et qui est d'être toujours à la page. Et donc, nous, si on arrive à être suffisamment malin dans l'architecture générale du modèle, on pense qu'on aura un modèle 1 original, 2 très performant et 3 qui va faire des choses que les autres font pas parce qu'ils sont occupés à autre chose dans leur course à l'AGI. Nous, on fabrique pas des modèles de génération, on fabrique des modèles de compréhension. Vous l'avez compris, c'est ça qui nous distingue. Mais du coup, on n'est pas à l'abri, en poussant très fort dans cette direction avec notre logique propre qui vient du monde social, etc.,
qu'en fait, nous, après la montagne, on redescend et on se retrouve aussi sur quelque chose qui est totalement nouveau dans l'IA, puisqu'on est par définition sur un terrain inconnu. Donc, ils ont beau foncer sur leur autoroute, ils savent pas forcément où ils vont. Les GI, c'est très mal défini. Il y a beaucoup de débats sur le fait que ça existe ou ça n'existe pas. Voilà. Nous, on poursuit une logique qu'on pense très puissante, très pionnière et très novatrice. On n'est pas plus bête que les autres, on n'est peut-être pas plus intelligent, mais on n'est pas plus bête. Et en attendant, on a déjà réussi à faire quelque chose, puisque ce qui était un projet de recherche il y a 18 mois, aujourd'hui une start-up, on est une vingtaine, on a des gens qui démissionnent des plus grandes boîtes de tech pour nous rejoindre, on a de l'élan, on a de l'ambition, et en fait, le modèle européen, c'est ça, on n'a pas à être intimidé avec les Américains et à aligner les dollars qu'on n'a pas, ou qu'on a en moins, la puissance de calcul qu'on n'a pas, ou qu'on a en moins, etc. Il faut aussi qu'on puisse développer un modèle frugal qui scale, qui a une originalité. Et là où on est très fort, je pense, en Europe, c'est justement à penser le monde. Et moi, c'est ce monde-là d'où je viens des sciences sociales. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs règles qui ont été craquées par l'IA, notamment dans le monde scientifique, mais les règles du monde social n'ont jamais été craquées. Donc, il y a bien un champ, et pour cause, quand on se balade dans la Silicon Valley et qu'on voit ceux qui font la tech aujourd'hui, vous n'en avez pas beaucoup qui viennent des sciences sociales. Et je ne dis pas du tout ça pour les critiquer, etc. Mais il y en a très peu, finalement, qui ont une compréhension intime de la vie sociale dans le monde. Et nous, on a été beaucoup exposés à ça. Donc voilà un peu ce qui me semble être un modèle, le nôtre en l'occurrence pour l'instant, un modèle que j'espère porteur. Et je pense, du coup, je le dis aussi pour d'autres qui pourraient avoir des idées, qui sont intimidés parce qu'on leur dit ce qu'on nous a dit et ce qu'on entend tout le temps. Et pourquoi vous faites ça alors que ChatGPT, non, aujourd'hui, là, on fait des résultats qui, en inférence, sont meilleurs que ceux de ChatGPT sur nos sujets. Oui, puis bon, c'est bien aussi d'avoir des outils, parce que si jamais demain tu as plus accès à des outils américains pour X ou Y raison. J'allais te poser la question pour pourquoi Harlequin AI, mais comme ça j'ai la. Il y a l'autre, si tu veux, il y a l'autre versant. Je veux bien. Alors, du coup, on a vu la dimension technologique, mais il y a l'autre versant qui est aussi les sociétés, c'est que Harlequin, c'est un troublion. C'est un petit bonhomme qui est un personnage issu de la commedia dell'arte, de la Renaissance italienne. Et puis, en fait, c'est un personnage de carnaval. Il est déguisé, il a son costume rapiécé, il a un masque. Et en fait, la présence d'Harlequin, et dans la tradition du théâtre classique, est là pour nous rappeler qu'on porte tous un masque social et qu'on le sait. Et quand on le voit sur scène, lui, il est masqué pour nous dire, n'oubliez pas qu'il s'agit aussi de vous. Et donc, en fait, il nous permet de nous démasquer. Il démasque les autres sur scène et il nous permet de prendre du recul sur qui on est. Et aujourd'hui, à une époque où, justement, les réseaux sociaux, contrairement à leurs promesses des espaces de liberté et des agoras publics, sont en réalité des théâtres de faux semblants, plein de mensonges, avec des gens qui se cachent derrière des avatars, donc derrière des masques, qui diffusent des secrets de Polichinelle, qui est un autre personnage de la comédie dell'arte, qui est un copain d'Arlequin, et qui finalement vient brouiller tout cet espace. On s'est dit, il nous faut un Arlequin AI, c'est-à-dire un modèle qui va venir nous permettre de remettre de l'ordre et de démasquer les dynamiques qui sont vraies, sont fausses, et en fait nous permettent de mieux comprendre notre monde. Et donc, on s'est dit, il y avait une nécessité, un Harlequin AI. Je comprends mieux maintenant. On va arriver tranquillement à la fin de notre échange. On n'en a pas beaucoup parlé, mais toi, tu as beaucoup travaillé sur ce sujet de la désinformation. Tu parlais de guerre informationnelle tout à l'heure. Et justement, comment toi, c'est quoi ta vision et comment tu vois un outil comme Harlequin AI, justement, quel peut être son rôle pour déjà débunker, découvrir ces narratifs dont tu parlais, cette guerre informationnelle, la rendre visible, lisible, compréhensible. Et est-ce que, ou comment, tu vois, ça peut être un outil pour lutter contre ça au service d'État, d'entreprise, mais donc, toujours dans une logique démocratique. En fait, le postulat, c'est de dire que le monde est en train de changer massivement. Ça, c'est pas nouveau, tout le monde s'en rend compte. Sous l'effet, ça a d'abord été Internet, puis des réseaux sociaux et désormais de l'IA qui accélèrent le tout. Et de ce point de vue-là, on est face à une révolution technologique qui est supérieure en termes d'impact potentiel à ce qu'ont été toutes les révolutions technologiques précédentes. L'imprimerie ou la révolution industrielle, qui ont été des révolutions majeures dans l'histoire de l'humanité, se sont diffusées sur 200 ans, dans des cercles très restreints d'abord, puis progressivement au monde. Enfin, c'est des processus très lents qui ont eu déjà des conséquences majeures, puisque dès l'imprimerie, il en sort les Lumières, la Renaissance, aussi les guerres de religion, donc il y a aussi un pendant très très noir. La révolution industrielle, pareil, ça se diffuse très doucement, d'abord au monde européen, puis occidental, puis au reste du monde, sur 150-200 ans,
Et il y a plein de révolutions qui en découlent. D'abord l'électricité, enfin là d'abord la vapeur, l'énergie, l'électricité. Bon, tout ça a pris beaucoup de temps. Nous, si on regarde bien, ça fait 30 ans qu'on prend mais des révolutions mais stratosphériques dans le nez. On a eu internet à partir des la fin des années 80, début des années 90, très rapidement internet haut débit, donc généralisable. On a eu donc on a parlé des plateformes, des réseaux sociaux et là maintenant on a quelque chose qui change la façon dont on écrit et dont on lit. Enfin ça génère automatiquement des livres potentiellement. Enfin c'est une révolution extraordinaire. On peut être un analphabète et écrire un livre avec ChatGPT. Enfin, on peut prompter par la voix de ChatGPT pour tout d'un coup qu'il écrive des romans. C'est quand même assez délirant dans l'application. Et là, on parle du champ littéraire, mais évidemment, tout le monde voit l'impact de ça sur la production de contenu en ligne, etc. Donc, l'idée, c'est de dire, bah, déjà, c'est une nécessité. Voilà, il y a pas de question. Il faut qu'on ait des outils et il faut qu'on soit encore une fois, qu'on soit bloqué et tétanisé dans cette révolution. S'il y a un nouveau pouvoir qui est le pouvoir algorithmique, il va falloir y aller. On va pas pouvoir réguler une révolution qu'on ne contrôle pas. Ça marche pas comme ça. Donc l'Europe toute seule va pas inventer des lois d'une innovation qu'elle ne comprend pas, qui la dépasse. Dans le meilleur des cas, on va réguler les innovations d'avant-hier, et dans le pire des cas, on va être totalement dépassé. On va se retrouver dans la situation à laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire à vouloir réguler des géants américains qui, comme les grands réseaux sociaux, qui, par l'intermédiaire de Donald Trump ou de J.D. Vance, maintenant disent si vous touchez à Twitter et si vous imposez des impôts sur Twitter ou sur Meta ou des sanctions, on va monter les droits de douane et on va plomber votre économie. Donc il y a un rapport de force politique qui s'est construit autour de ça. Et nous, l'idée, c'est de dire, bah voilà, si le pouvoir il est algorithmique, bah faut que l'Europe construise ses algorithmes avec nos moyens. Et il y a des moyens humains, il y a des moyens financiers colossaux. L'Europe, c'est le premier espace commercial au monde. C'est plus que la Chine, c'est plus que les États-Unis. Donc, faut arrêter à un moment donné. Il y a une nécessité. Je pense que de ce point de vue-là, il y a encore un manque de compréhension et une absence de prise de conscience politique. Elle existe, mais elle n'est pas assez commune. Quand on voit le niveau du débat public sur l'IA, je pense qu'on est encore très très loin d'une bonne prise de conscience. Et donc nous, là-dedans, c'est dire, bah voilà, on est pour l'instant un acteur, on a une verticale qui est très claire, c'est de comment est-ce qu'on peut naviguer en toute sérénité dans un espace informationnel qui est rempli de brouillard et on comprend plus rien. Donc, premier élément, rendre tout ça très clair. Question des contre-algos. Parce qu'en fait, si le pouvoir il est algorithmique, quels sont les contre-pouvoirs? Législatifs, on vient d'en parler, on peut pas passer des lois sans cesse qui viennent réguler les trucs qu'on ne contrôle plus, donc il faut aussi innover. Les journalistes, enfin le contre-pouvoir médiatique ne marche pas très bien face aux algos, ils sont eux-mêmes hyper affectés par le développement des algorithmes qui vient piller leur modèle économique, etc. Donc à un moment donné, si on veut un contre-pouvoir, ça va être un contre-algo. Et nous, avec les éléments qu'on a, bah, on a les débuts de ça. En fait, on peut montrer que les algorithmes de TikTok, les algorithmes des grandes plateformes promeuvent disproportionnellement du contenu qui est ultra problématique et qui, lui, est illégal. Et là, il y a tout sur les questions de terrorisme, sur les questions de discours pro-nazis, etc., des trucs qui sont illégaux en France. Mais on a les moyens de montrer que là, il y a un problème avec l'algorithme même de TikTok ou d'autres plateformes. Et donc, on peut, par derrière, construire du coup, une politique, alors pas forcément avec nos algos, on n'y tient pas forcément, mais sinon on arrive à le faire, c'est que ça doit quand même être faisable, encore une fois. Donc, je pense que c'est vers là que se dessine ce qu'on doit appeler une démocratie qui va pouvoir aussi résister, s'adapter et résister à l'ère des algorithmes dans laquelle on est déjà et qui va nécessiter évidemment de la mobilisation, mais encore une fois, des ressources qu'on a déjà. Et on a raté la révolution des réseaux sociaux. Donc, il ne s'agit pas de rater celle-là. Et je pense que ce qui manque aussi un petit peu, c'est d'arrêter de penser qu'on est déjà mort. Il y a quand même un défaitisme et une ambiance assez négative qui tue les bonnes idées. Alors qu'en fait, ce qu'on a besoin, c'est au contraire d'être décomplexé et de pouvoir se projeter dans un avenir qui n'est peut-être pas, dont on contrôle peut-être pas tout. Ça nous change un peu en Europe parce que sur les 3 derniers siècles, on a pensé que le monde était à nous. Mais par contre, dans lequel on a un rôle à jouer et surtout on a des choses à défendre, à commencer par des valeurs. Et on ne peut pas sans cesse utiliser les outils des autres, construire notre économie sous le parapluie américain, on en voit toutes les limites aujourd'hui avec l'Ukraine, sur la base d'algorithmes dont on n'a aucune propriété, donc en fait sans souveraineté algorithmique, et penser que le monde va être gentil avec nous parce qu'on est gentil avec lui. C'est une vision totalement naïve de l'humanité. On est, pour reprendre la formule d'Ampoli, on est à l'heure des prédateurs,
peut-être pas toujours se comporter comme des herbivores. Et il y a la place pour ça. Encore une fois, on a des ingénieurs qui nous ont rejoints, qui ont quitté, qui ont démissionné de très beaux postes, dans de très belles boîtes aux États-Unis. Ça, voilà, je pense que ce qui marchera en Europe, c'est si on arrive à avoir un projet qui est politiquement pensé dans le meilleur sens du terme, dans le sens le plus noble, pas politiquement, pas la politique politicienne, mais dans le sens de l'Europe a des valeurs fondamentales qui sont en jeu aujourd'hui et dans le monde de demain qui le seront encore plus. Et si on ne se dote pas nous-mêmes de notre propre souveraineté algorithmique qui revient à nous, quoi. C'est pas à l'État de créer ça, c'est à nous et voilà. Mais pour ça, il faut accepter de traverser la ligne. C'est vrai que moi, je viens du monde de la recherche. Monter une startup, c'est pas compris par tout le monde. Je m'en fiche, mais ça pose des questions aux uns et aux autres et je comprends très bien qu'il y a plein de gens qui peuvent imaginer que ça va être difficile d'aller expliquer comment on vient de la recherche en sciences sociales et on se retrouve à faire de l'IA. Ça déplaît aussi à des gens dans l'IA. Bon, voilà, mais en même temps, voilà, la tiédeur, c'est pas, je pense pas que ce soit le tempérament le plus adapté à ce qui s'annonce. On va s'arrêter sur cette phrase, j'aime bien la tiédeur, c'est pas le tempérament forcément le plus adapté à ce qui s'annonce. Merci beaucoup Hugo d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Merci Clément, c'était un plaisir. et j'espère à bientôt, ouais. Ouais, à bientôt et merci et félicitations pour ton podcast. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.